On ne peut pas traiter de la peinture du XIXe siècle sans commencer par présenter le Prix de Rome, l'Académie de France à Rome et les ateliers. Ces expressions seront fréquentes dans les différents cours. De plus, on peut difficilement comprendre les origines de la modernité chez les artistes comme Manet ou Monet sans connaître le contexte du secteur artistique à cette époque. Il est temps désormais d'aborder l'académisme. Le XIXe siècle est une période fortement marquée par l'académie et par les autres structures qui forment le système des beaux-arts. L'académisme n'est pas un courant artistique, mais plutôt le style officiel de l'art français. Comme vous vous en doutez, le mot académisme provient du mot académie. Alors qu'est-ce que l'académie ? Le terme provient de l'Antiquité grecque. Nous verrons que ce passé sémantique est conséquent. Platon donnait ses cours dans les jardins de l'Académos, près d'Athènes. Puis, à l'époque moderne, le nom d'académie est utilisé en Italie pour évoquer une assemblée artistique, littéraire et scientifique. Ce terme arrive en France au XVIe siècle et sert à nommer l'éphémère Académie de poésie et de musique. C'est au XVIIe siècle que le terme correspond à ce que nous connaissons, c'est-à-dire une assemblée de gens de lettres où l'on cultive les sciences et les beaux-arts. En 1648, Mazarin autorise la création de l'Académie royale de peinture et de sculpture et nomme le peintre Charles Lebrun secrétaire de l'institution. Les méthodes de l'enseignement artistique sont axées sur l'enseignement de l'anatomie et du dessin. Les valeurs principales de cette académie sont la grandeur, l'harmonie et la pureté de la pratique, tout ça grâce à l'influence de l'Antiquité. En 1793, l'Académie royale de peinture et de sculpture est dissoute et remplacée par l'Institut de France qui dirige désormais l'Académie française de Rome. 5 académies sont créées, dont celle des Beaux-Arts. De nouvelles institutions centralisées et puissantes apparaissent et jouent un rôle important dans le secteur artistique. À côté de cela, et en raison de la disparition d'une clientèle aristocratique, de nouveaux rapports émergent entre les artistes et le public. Le rôle des arts dans la société devient de ce fait l'objet d'un débat qui occupe tout le XIXe siècle. L'État, à l'origine de l'Institut de France, prend part à ce débat et se charge du développement des arts. Et oui, l'art est affaire de l'État. Certains artistes sont utiles à la nation et à son rayonnement artistique. D'autres non. Les artistes doivent être formés et encouragés afin que l'administration puisse démontrer la grandeur d'une école nationale auprès des autres pays. Vous pouvez vous en douter, cela va contribuer à une sélection des artistes, ceux qui feront carrière et les autres. Ce système complexe a un rôle important dans la carrière d'un artiste. Il s'agit d'un système d'encouragement et de contrainte dans la création. Aussi, nous avons comme institution l'Académie des Beaux-Arts, qui a une fonction honorifique et consultative pour les commandes de l'État. Cela veut dire que c'est elle qui se charge de l'acquisition des œuvres et du patronage de certains artistes. Nous avons également l'École des Beaux-Arts et les musées, qui permettent aux artistes de se former. Les artistes se rendent souvent au musée avec leur matériel pour copier les œuvres des maîtres. La copie fait partie intégrante de la formation des artistes. Le salon leur permet d'exposer régulièrement. Le Prix de Rome leur offre la possibilité d'étudier les œuvres antiques et celles de la Renaissance italienne. Toutes ces institutions forment le système des beaux-arts. Il n'est donc pas question de style. L'académisme correspond à une production de tableaux
qui doivent leur existence à ce système. Voyons ces institutions un peu plus dans le détail. L'école des beaux-arts n'est pas administrée de manière directe par l'Académie. Toutefois, les membres de l'Académie enseignent à l'école des beaux-arts et ils forment dans leur atelier privé les artistes souhaitant devenir peintres ou passer le concours d'entrée de l'école des beaux-arts. On va dire que le contrôle est indirect. Comme son nom l'indique, l'école des beaux-arts est le lieu où se passe l'enseignement artistique. L'enseignement est en fait proche de l'idéal artistique établi par l'ancienne Académie royale de peinture et de sculpture au XVIIe siècle. Au sein de l'école, les professeurs donnent un enseignement théorique intense et cultivent un fort esprit de compétition. Ils demandent aux artistes de nombreuses épreuves de composition, d'études de figures, de perspectives, de modèles vivants, c'est-à-dire un nu masculin. La formation artistique à l'école des beaux-arts se veut l'héritière de l'enseignement de Lebrun à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Les artistes étudient donc la perspective, les têtes d'expression, le dessin à travers la géométrie et l'anatomie. À l'école des beaux-arts, le dessin prime sur la couleur. Leur idéal artistique est fondé sur l'enseignement du dessin et de la figure humaine. Le travail du nu est un fondement de cette institution. À côté de cela, les artistes sont formés à imiter les anciens, avec comme modèle majeur l'Antiquité. La pratique d'exécution est excellente car l'aspect achevé des œuvres est un critère de réussite. Néanmoins, l'enseignement se fait parfois au détriment de l'individualité artistique et tend vers un certain conformisme. L'enseignement rend les artistes souples vis-à-vis des demandes de l'extérieur, notamment les commandes de portraits. Les artistes sont ainsi formés à comprendre le public, savoir flatter son goût et le séduire. On les rend opérationnels. Comme je vous l'ai indiqué au début de ce cours, de nouveaux rapports émergent entre les artistes et le public. Les bourgeois, comprenant des commerçants, des hommes d'affaires, des financiers et des bureaucrates, commandent des portraits. Ils n'ont pas forcément une grande culture artistique. Aussi, les artistes doivent comprendre leurs attentes. À côté de cet enseignement officiel réputé, les artistes peuvent se former au musée, mais aussi dans les ateliers de peintres et dans les académies non officielles. En effet, au sein des musées, vous verrez parfois des personnes en train de copier des œuvres. Cette pratique est très ancienne et fait partie de toute formation artistique. J'insiste là-dessus, on copie pour apprendre. Il est normal et récurrent qu'un artiste se forme en copiant des chefs-d'œuvre. Cela leur permet également de comprendre les maîtres et les styles qu'ils affectionnent, sans oublier le fait que cela forge leur culture générale. Étudier les compositions, les poses des personnages et les couleurs favorisent leur créativité. Les artistes ont également la possibilité de se former dans les écoles privées de peinture et de sculpture, comme l'Académie Julian ou l'Académie suisse. Nous avons évoqué plus haut les ateliers de professeurs de l'école des beaux-arts. Certains artistes académiques ouvrent des ateliers plus ouverts que l'école, comme Charles Glaire et Thomas Couture, qui souhaitent une place plus grande au talent individuel. Plusieurs artistes aujourd'hui très connus ont ainsi été formés par ces peintres académiques ouverts d'esprit. Notons aussi que le musée et les académies ont permis aux femmes de se former à l'art. En effet, elles ne peuvent pas devenir élèves de l'école des beaux-arts. Pourquoi à votre avis? Souvenez-vous de l'enseignement. Le nu est un des sujets étudiés. Cela est considéré comme incorrect pour une femme de voir et de dessiner un homme nu. Il y a un autre public intéressé par ces lieux de formation
qui incarnent des lieux d'alternative à l'école des beaux-arts. Les artistes étrangers. Nombre d'entre eux ne peuvent pas faire l'école des beaux-arts à cause de l'épreuve de langue française.